Donc, dans le cours d'aujourd'hui, on va regarder un des grands piliers de la programmation orientée objet, qui est l'héritage, puis les technologies qui sont dérivées de l'héritage. Fait que pour faire un récapitulatif de nous, qu'est-ce qu'on connaît de la programmation orientée objet en ce moment, on peut aller voir, si on fait un petit dessin, on sait que en ce moment, on est capable de créer des classes. Hein? Donc, on est capable de créer des classes. Fait que ici, on peut dire, mettons, j'ai, je sais pas moi, un auto, ok? Puis, cette classe-là, attends, on va la mettre avec une majuscule pour bien. Puis, dans cette classe-là, on a deux éléments qui peuvent être représentés. On a les différentes propriétés ou les membres, ok? Comme mettons genre le kilométrage de l'auto qui va avoir habituellement un type, ok, puis on pourrait avoir mettons la couleur, ok, puis on a des différentes méthodes, ok, on a les propriétés, les méthodes qu'on appelle aussi des fois des services, qui sont les fonctions, les actions que cette classe-là peut prendre. Donc ici, on peut, mettons, rouler un certain nombre de kilomètres, mettons. Puis on pourrait peinturer avec une nouvelle couleur. Donc, quand on a la classe, ben, on peut créer des instances de la classe. Okay? Donc, on va avoir dans notre programme, okay, une auto qui va être mon auto. Puis, on avait vu qu'on a le mot-clé new qui me permet d'utiliser ce qu'on appelle le constructeur de la classe pour que ça me crée une instance de la classe qui va avoir sa valeur de kilométrage puis sa couleur définie. Puis à partir de là, si je change la couleur de cette instance-là en appelant la méthode, ben ça vient changer la propriété de cette instance-là spécifique. Donc, je pourrais me créer d'autres autos autour, puis chacun aurait un kilométrage puis une couleur. OK? Mais le rouge qui est ici n'affecte pas aucune des autres couleurs des d'autres automobiles. Donc, le principe de la classe, c'est pour dire je suis capable de représenter différents objets, mais pas tous les objets, okay, qui viennent avec. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une classe qui veut représenter quelque chose, puis là, je vais vouloir représenter d'autres différents objets qui ont des propriétés communes à cette classe-là, mais pas tous. Donc, si on prend l'exemple classique de qu'est-ce qu'on veut représenter, je peux avoir une classe animale. OK? Puis l'animal va avoir, je sais pas, un animal va avoir un poids, il va avoir une couleur, il va avoir une race. OK? Fait que OK? C'est ma classe. Je n'ai pas de méthode encore, mais on laisse ça de côté pour l'instant. C'est pas ça qu'on veut regarder.
Ben, mettons que l'animal il est capable de manger. OK. Puis il est capable de dormir. Puis, admettons que je veux me créer d'autres objets, mais qui vont représenter des chiens qui sont capables d'aboyer. Donc, je vais être capable d'avoir une méthode d'aboyer, mais ça fait pas de sens de l'avoir dans animal parce que c'est pas tous les animaux qui peuvent aboyer. Ou après ça, si je veux des chats qui ronronnent, des chiens, ça ronronne pas. Fait que je vais pas commencer à ajouter des méthodes animales qui ne fitent pas à tous les animaux possibles. Fait que je me dis, ok, c'est correct, je vais me faire une classe chien, puis une classe chat, ok? Puis dans ceux-là, je vais avoir, ok, dans mes méthodes, aboie, puis ici, ronronne. Mais là, je veux que ce soit capable de faire tout ce que les animaux sont capables de faire. Fait que là, il faudrait que je rajoute le poids, puis la couleur, puis la race, puis que ce soit capable de manger, puis dormir. Puis là, ici aussi, je commence à tout recopier mes éléments. Puis, c'est déjà là, j'ai un paquet de code que je vais copier dans mon projet. Puis, habituellement, en programmation, en informatique, quand tu commences à copier du stock, tu sais que c'est un peu bizarre, t'sais. Puis en plus de ça, si, admettons, je me crée un programme principal, là, puis dans mon programme, j'ai une méthode qui va, mettons, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut faire comme... va faire une recherche d'un animal quelconque, là, tu sais, là. Fait que ici, j'ai dans mon programme principal, ok, une méthode recherche qui reçoit un animal. Puis là, j'ai du code. Ben, il va pouvoir recevoir des instances de cette classe-là, mais il ne pourra pas recevoir des instances de ces classes-là parce que c'est pas des animaux en ce moment. Hein? Donc, ceux-là, c'est un chien, puis ceux-là, c'est un chat. Même s'ils ont toutes les mêmes propriétés, ils ne seraient pas capables d'être envoyés à quelque chose qui traite seulement des animaux. Fait que ça, c'est un gros problème. Parce que j'aimerais ça avoir une affaire, je recherche l'animal, je m'en fous que ce soit un chien ou un chat, je veux juste être capable que ça dise c'est-tu un animal ou pas, c'est quel animal je recherche dans ma patente. Fait qu'on a un mécanisme qui va nous permettre de dire ben, je peux avoir une classe, ok, qui est une classe générale, puis à partir de cette classe générale-là, je vais pouvoir avoir des spécialisations de la classe. Donc des versions qui sont tout ce que la classe principale est capable de faire, mais qu'en plus de ça, je rajoute des éléments disponibles à cette classe-là. Fait que c'est ça qu'on appelle l'héritage. Donc le principe de l'héritage, c'est je vais me faire une classe animale, comme la dernière fois, avec la même chose. Donc pour la classe principale, la classe générale, il n'y a rien qui change. Fait que, on avait dit, qu'est-ce que ça là, cette affaire-là? Là? Un poids, une couleur, une race. Parfait. Puis, on avait des méthodes. On avait quoi? Manger puis dormir. Fait que là, ce que je veux représenter, c'est dire, j'ai d'autres classes, mais ces autres classes-là, je veux que ça soit directement tout ce qu'un animal est, mais en plus, ça va être autre chose. Donc, on va voir dans des diagrammes, comment on va représenter ça. C'est qu'on va avoir une flèche qui va pointer vers la classe générale. Puis là, je vais pouvoir dire, j'ai un chien. Puis le chien, ce que ça fait de spécial, c'est que ça l'aboie. Puis j'ai des chats.
Puis le chat, qu'est-ce que ça fait de spécial? C'est que ça ronronne. Fait que avec cette représentation-là, ce que ça dit, c'est que le chien, c'est tout ce qu'un animal est. Fait que le chien va avoir un poids, une couleur, une race, ça va être capable de manger, ça va être capable de dormir. Mais en plus de ça, il va être capable de aboyer. Fait que là, la question, c'est comment est-ce qu'on utilise cette affaire-là en code? Comment est-ce qu'on inclut ça en Java? Puis, c'est quoi les implications une fois qu'on va voir ça? Fait que le principe fondamental, c'est quand j'ai ma classe. OK, donc ça ici, il n'y a rien qui change spécifiquement. OK, donc OK, puis j'ai mes autres affaires, j'ai mes méthodes. Avec du stock dedans. On fait que ici, j'ai ma classe animale. On va le mettre en bleu là, pour dire que c'est juste une flèche de ça ici. C'est représenté par ça. Puis quand je vais vouloir créer une classe qui est ce qu'on appelle une spécialisation. Hein? Fait qu'on a la classe animale qui est ce qu'on appelle la classe générale, donc qui a les affaires communes à tout le monde. Puis après ça, je vais vouloir avoir ma classe spécialisée, donc qui va avoir tout ce que animal est capable de faire, et en plus, on rajoute quelque chose. Donc, quand je veux faire ça, ce qu'on va avoir, c'est, je déclare ma classe, puis je vais rajouter le mot-clé extends. Donc, le mot-clé extends me permet de dire, c'est pas juste un chat, c'est aussi tout ce qu'un animal est capable de faire. Puis là, j'ai pas besoin de rajouter aucun des éléments que j'ai écrits ici auparavant. OK? C'est automatiquement inclus à l'intérieur. J'ai juste besoin de rajouter le code de la spécialisation. Puis en plus de ça, une fois qu'on a cet élément-là de disponible, le chat va être considéré comme étant un animal en même temps que d'être un chat. Fait que ça veut dire ici que la problématique qu'on avait où les différentes instances ne pouvaient pas être acceptées, ça ne sera plus le cas. Donc ici, si on a une méthode quelconque, OK, dans notre main, quelque part, là, OK, puis on a du stock, puis à un moment donné, on a notre... Parlant du main, comment on fait pour déterminer où qu'on va le mettre, le main? Mettons qu'on a genre une dizaine de classes. Là. Habituellement, quand tu commences à avoir beaucoup de classes, il va y avoir une classe qui va être, son seul but, ça va être d'avoir la méthode main à l'intérieur. Donc, si on est en train de travailler avec juste une ou deux classes, habituellement, la méthode main va être comme dans la classe principale ou la plus grosse classe. Mais quand on va travailler dans un programme d'envergure, comme mettons dans le devoir, il va y avoir une classe qui va être spécifiquement être là pour être comme le programme principal, qui va juste avoir le main et juste quelques petits autres peut-être outils pour travailler avec, mais qui n'aura pas d'incidence sur les restants des classes et ainsi de suite. OK. Merci. Donc ici on était dans notre recherche, puis on disait, ben ici, si on a un animal comme paramètre, ben un chat va être capable de être passé comme paramètre à cette méthode-là. Donc, le but de l'héritage, c'est d'être capable de prendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une première classe, puis d'automatiquement l'inclure, d'hériter, c'est pour ça que ça s'appelle de l'héritage, d'hériter de tous les éléments de cette première classe-là. On va regarder un petit exemple ensemble pour bien voir ce qui se passe. Donc,
on a un exemple ici où je veux avoir un programme qui gère un questionnaire. Okay? Donc, le principe, c'est que je suis capable de poser des questions, puis ça me dit est-ce que j'ai réussi la question ou pas. Fait que on a une première question, okay, qui est une question où c'est que tu as le texte de la question, puis la réponse attendue. Okay? Donc, on a la question, on a le texte de la question, la réponse attendue. On a des mutateurs, hein? Donc des méthodes qui permettent de changer le contenu des variables d'instance, des membres ici. Donc on a, mettons, setText avec un nouveau string qui va pouvoir changer le texte. On a le setAnswer qui reçoit le string qui va changer le answer. On a une réponse, un check-answer, hein, qui va regarder une réponse qu'on reçoit, puis qui va retourner une valeur booléenne pour me dire est-ce que ma réponse est égale à qu'est-ce que je recherche ici. Donc, equal, c'est une méthode, hein, de réponse qui permet de comparer les deux. Puis après ça, on a un dernier display qui fait juste un println de la question. Fait que mettons ici, on regarde, puis on va avoir un main. OK? Donc, ici, on va se mettre ça de côté pour l'instant. Fait qu'on va regarder juste l'utilisation de cette classe-là. Fait qu'en ce moment, on ne parle pas d'héritage du tout, on fait juste regarder une classe spécifique qui représente une question. C'est comme une espèce de retour sur qu'est-ce qu'on a vu par rapport aux classes préalablement. Donc, on a un main ici qui est dans sa propre classe main, justement, pour garder ça à part. On se crée une question. On set le texte de la question. On set la réponse à la question. Donc là, on a toutes les informations. Puis ici, on s'est fait une fonction utilitaire qui permet de tester cette question-là spécifique. Fait que on a ici une méthode qui reçoit la question, puis qui va être capable de gérer tout, je demande la question, et ainsi de suite, à l'utilisateur à l'intérieur. Fait que si on regarde ici, le person reçoit la question. OK, on le renomme Q pour l'instant. On dit display la question. On avait vu que le display, qu'est-ce que ça faisait? Ça va faire un println de la question. Ensuite, on écrit your answer, puis on fait une saisie pour aller chercher la réponse. Donc, en gros, ça va m'afficher la question. Ça me demande une saisie pour savoir c'est quoi la réponse. Puis après ça, ça va afficher le résultat du check answer avec la réponse que j'ai saisie. Fait en gros, je crée une question, je set ses paramètres, je demande la question, je saisis une réponse, je te donne si la réponse a été bonne ou pas. Fait que si on le teste ici, en passant, j'utilise un site web pour faire le Java parce que j'ai cassé mon ordinateur la semaine passée puis j'ai pas encore eu le temps de tout réinstaller. Fait que ici, si je rentre pas la bonne chose, je peux voir que ça me donne false. OK, donc ça m'a demandé la question, j'ai répondu, ça a pris la réponse, ça l'a regardé par rapport à la réponse qui était attendue, puis ça m'a dit c'était pas la bonne chose. Si je recommence le programme, puis que là je rentre la bonne question, la bonne réponse, pardon, je peux voir que le résultat, c'était la même chose que la réponse attendue, donc on était bon. Ici, on a une question de Lucien qui me dit quand tu veux faire une comparaison, okay, justement avec une string, le double égal ne semble pas marcher. C'est effectivement vrai parce que le double égal va seulement fonctionner sur les types primitifs, donc ceux qui ne sont pas des objets. Parce que le principe du double égal, quand on utilise ça avec des objets, ça va toujours regarder ce qu'on appelle la référence à l'objet. Fait que le principe ici, ça va être de dire, OK, ben, si je veux comparer des objets
habituellement, la majorité des objets puis des classes qu'on construit vont avoir une méthode equals pour être capable justement de comparer les éléments ensemble. Donc, comme Vincent a répondu, tu veux remplacer ton double égal par un appel à equals qui va te retourner une valeur booléenne, vraie ou fausse, de la même manière que ton double égal. Parfait. J'espère que ça a répondu. Ouais. Ouais, j'ai une question par rapport à l'explication. Mm-hmm. Là, confirmer dans son exemple, t'as appelé ça un objet ou une variable? Ici, c'est une variable, parce que confirmer, c'est une variable, mais qui contient un objet string. OK. Donc, quand on parle de quelque chose qui n'est pas un des types primitifs, les types primitifs, c'est tout ce qu'il y a les types en minuscules, là, comme int ou double ou boolean. OK. Quand c'est des objets, tu ne peux pas faire une comparaison directe. Ce que ça va faire, c'est que ça va regarder est-ce que c'est la même instance. Ça ne va pas regarder est-ce que c'est des valeurs qui sont des propriétés égales. OK. Je comprends, mais le égal, entre guillemets, oui, tu dis que c'est un objet, mais je comprends pas pourquoi. Ben, quand tu as C'est un string, non? Ben, un string en Java, c'est un objet. Ah, OK. OK? Donc, c'est ça l'affaire. c'est ça, là. OK. Le string, avec le S majuscule, n'importe quoi qui est S majuscule, par convention, c'est des objets. Fait que en Java, les strings, c'est des objets. Puis, le principe, c'est que quand tu mets quelque chose entre double guillemets, ça te crée automatiquement un objet de type string. OK. Il n'y a pas d'autre façon de faire un string qui n'est pas un objet. Exact. OK. Comme Astérix, techniquement parlant, tu peux faire des arrays de characters, mais comme en Java, les strings, c'est quelque chose de comme fondamental, puis c'est des objets tout le temps. C'est comme... OK. Merci. Excellent. Fait que, on revient à nos moutons. On disait, OK, on a une première classe qui était question. On a vu son fonctionnement. Là, le principe, c'est que je veux avoir le même programme qui fonctionne, mais je vais être capable de poser différents types de questions. Fait que je vais être capable de dire, OK, ben oui, OK, j'ai des questions avec un texte puis une réponse, mais j'ai aussi des questions qui vont être à choix multiples. Puis là, ça ne fit pas avec le moule de qu'est-ce que j'ai fait, là. OK? Parce que une question à choix multiple, ben, faut qu'il y ait plusieurs réponses. Hein? Puis non seulement ça, mais dans la liste de réponses, la bonne réponse, c'est pas la liste de réponses au complet. Donc, ça ne fit pas avec ce que nous, on a comme classe question. Mais il y a des affaires qui vont être semblables, tu sais, comme quand je veux afficher quelque chose ou quand je veux setter c'est quoi le texte de la question, ça va tout rester pareil. Fait que j'aimerais ça avoir comme une espèce de question plus, tu sais, qui va être une question à choix de réponse. Fait que c'est là que l'héritage va être capable de venir nous aider. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre classe, OK? Puis on va hériter, OK? Donc on va étendre qu'est-ce qu'on avait dans question. Donc ça veut dire que automatiquement, ça c'est capable de faire tout ce que question est capable de faire. Mais en plus de ça, je vais avoir, OK, un membre de plus qui va être la liste des différents choix possibles. OK? Fait que quand j'ai une liste de choix, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je me crée une nouvelle méthode, OK, qui va avoir un des choix de réponse, puis qui va me dire est-ce que ce choix de réponse-là est le bon. OK? Parce que si c'est une question à choix multiple, ben, je devrais avoir juste un bon choix de réponse, puis les autres devraient être faux. Donc, si on regarde,
Le but de ça, c'est de prendre le choix, de l'ajouter dans mon ArrayList de string qu'on a fait, donc notre liste de chaînes de caractères. Puis, si c'était le bon choix de réponse, ben c'est là qu'on va dire c'est toi le bon choix de réponse, ok, qu'on avait. Puis là, puisque c'est une question à choix multiple, ce qu'on va vouloir, c'est pas... tu sais, quand je te donne un choix multiple, je te donne 4 choix, habituellement, tu vas pas me donner le nom de la réponse, tu vas me donner le numéro de la réponse. Hein? Fait que si on dit, tu as le choix 1, 2, 3, 4, c'est quoi la bonne réponse? Tu vas me dire, c'est le 1 ou c'est le 4. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va prendre la taille de mon tableau, hein, qui va être le numéro de mon choix de réponse. Puis c'est ça qu'on set comme réponse. OK? Donc ça fait en sorte que ici, on va revenir, puis je vais reprendre notre élément. Fait que on se crée une deuxième question. On a le set texte. On est capable de faire les add choice. Puis on va être capable de présenter la question. Là ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans lui, on ne change rien. Lui, il reçoit une question. Puis lui, même si c'est une question à choix multiple, c'est quand même une question. Donc c'est une question et c'est en même temps spécifiquement une question à choix multiple. Fait qu'on est capable de l'envoyer à des méthodes qui prennent des questions. Puis à partir de là, on va pouvoir faire les différentes méthodes qui viennent avec. Là, il y a une dernière problématique, puis ça va être une des autres choses qui vient avec l'héritage. C'est que en ce moment, dans notre question, okay, quand on fait display, on fait juste afficher le texte. Là, le problème, c'est que dans notre question à choix multiple, on a le texte de la question, mais il faut avoir les choix multiples. Il faut aussi afficher les choix multiples. Fait que ce qu'on va faire ici, c'est ce qu'on appelle de la surdéfinition. Donc, le principe de la surdéfinition, c'est de dire, ben, je veux être capable de faire une méthode que ma classe générale est capable de faire, mais je veux la faire à ma manière. Donc, oui, je vais être capable de faire display, mais je veux pas que ce soit le display de juste question, je veux que ce soit ma version. Fait que pour être capable de faire ça, dans la classe qu'on spécialise, dans la classe qu'on étend, on réimplémente la méthode, donc on réécrit la méthode au complet avec notre propre implémentation. Puis on peut utiliser, ben, il faut, avant le nom de la méthode, mettre ce qu'on appelle un tag, donc avoir un A commercial avec le mot override, okay, qui est la surdéfinition. Donc ça ici, ça va remplacer la version de display par notre version pour les questions, mettons, à choix multiples. Fait que si on va voir ici nos questions à choix multiples, si on regarde ici le display, qui est la même méthode qu'on avait déjà dans notre question normale, mais là on dit, ouais, mais moi, dans mes questions à choix multiples, le display, je veux avoir ma propre version. Fait qu'on va pouvoir faire le override dessus. Puis à partir de là, je vais pouvoir rajouter des println pour chacun des choix de mon ArrayList. En plus de ça, si je veux quand même faire la version générale, ok, mettons qu'il y avait plus qu'une ligne de texte, là, ok, puis qu'il y avait plein de codes que je ne voudrais pas recopier, je peux utiliser un mot-clé, ok, qui s'appelle super. Donc, quand j'utilise l'héritage, j'ai accès à un nouveau mot-clé, de la même manière qu'on avait le this, hein, pour les classes normales. Mais le mot-clé super a un accès à la classe générale. Donc, dans ce cas-ci, le super fait référence à notre question. Donc, ça dit, fais la méthode display de notre question,
qui va juste afficher le texte de la question. Puis à partir de là, une fois que tu as fait ça, là, traverse mon ArrayList, puis va afficher chacun des choix, puis on fait même rajouter le numéro de choix pour que ça donne quelque chose de un petit peu plus tangible. Fait que si on essaye cette nouvelle version-là, bon, ça va demander ma première question qu'on a déjà testée. Fait que je vois ici que la première question marche toujours. Puis quand je commence ma deuxième question, ben ça me dit le texte de la question, okay, parce que ça l'a invoqué le super qui était le display de ma question. Puis après ça, ça continue, puis ça va m'afficher mes différents choix. Donc le super display, c'est ça ici que ça l'affiche. Puis après ça, ça passe dans ma book4 qui va parcourir mon ArrayList de choix, qui va créer un numéro, puis qui va imprimer ce numéro-là, 1, 2 points, puis la réponse. Donc ici, on va dire c'est 1, 2, 3, 4 avec les différents noms. Puis, quand ça me demande la réponse, moi je sais que la réponse a été setée avec le numéro où c'est que j'étais rendu. Donc ici, je peux directement répondre avec le numéro du choix de réponse requis. Puis je peux voir que ça me donne quelque chose de vrai. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu rajouter ma deuxième question, mais j'ai pas eu besoin de changer la méthode qui utilisait les questions. Okay, donc ça, en maintenance, c'est super intéressant. Parce que ça veut dire que j'ai juste besoin de créer ma nouvelle version, puis ça va être réutilisable avec les anciennes implémentations. Parfait. On a un autre exemple à regarder pour voir ce qu'on appelle le polymorphisme. Question par rapport à ton code d'avant. Mm-hmm. Tu avais marqué if correct. Oui. Mais il n'y a pas de comparaison avec mon correct. Ici, puisque c'est déjà une valeur booléenne, donc ce que je reçois en paramètre d'entrée, c'est déjà une valeur booléenne. Le if, lui, il a besoin d'avoir une expression booléenne. Il a besoin d'avoir quelque chose que, ultimement, c'est vrai ou faux. Ah, okay. Fait que si qu'est-ce que j'y donne, c'est déjà un vrai ou faux, ben il va être capable de l'utiliser directement. Ok, fait que tu lui donnes la réponse automatique. Exact. Ça, exact. Génial. Merci. Parfait. Fait que ici, on a un petit... juste des définitions de classe un peu bidon. OK? Donc, on a le A. Ici, je vais vous les montrer avec une méthode 1. J'ai une classe B avec aussi une méthode 1, okay, qui l'override, hein, donc qui la remplace. Puis, j'ai une méthode C qui a aussi une méthode 1. OK? Puis chacun fait juste un println du nom de la classe dans laquelle c'est en ce moment. OK? Donc, si on regarde le diagramme de comment c'est fait, là, on a la classe générale A, on a la classe B qui spécialise A, puis on a la classe C qui spécialise A, puis les trois ont la méthode 1 de disponible. Fait que là, on va voir quelque chose d'intéressant. On va aller voir dans notre main. Fait que on se dit, je me crée un objet, ok? Ben, je me crée une variable qui va être de type A. Ça va bien jusqu'ici. Là, on voit que à la fin de cet objet-là, je vais dire appelle la méthode 1.
Fait que la première chose qu'on pourrait penser, c'est en regardant ça, ben dire, OK, j'ai A ici, j'appelle la méthode 1, puisque la méthode 1 dans A, ça m'imprèche A, je pourrais penser que ici, ça va imprimer A. Mais si on l'exécute, on voit que c'est pas le cas. Fait qu'on va étudier un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Fait que, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, j'utilise mon math.random, donc j'ai ma classe math qui implémente des méthodes statiques comme random, qui va me générer une valeur aléatoire entre 0 et 1. J'utilise cette valeur aléatoire-là, puis je dis, ben si c'est plus petit que 50, 50%, donc 0.5, je vais créer un nouveau objet B, que je vais mettre ça dans objet. Sinon, je vais créer un nouvel objet C, puis je vais le mettre dans objet. Fait qu'ici, on a 50% de chance que ce soit un objet de type B, puis on a 50% de chance que ce soit un objet de type C. Puis, on voit ici que quand je le roule, ça prend quelques secondes, comment? Donne-moi des meilleurs random que ça. Wouh! Fait qu'ici, on a B. OK, puis on voit que quand je le roule à chaque fois, c'est aléatoire. On a 50% de chance à chaque fois que ça change. Ça devient C. OK, donc on peut voir que dépendamment dans lequel il a tombé, ça utilise la méthode qui était spécifiée dans l'implémentation. Donc ici, qu'est-ce qui est important de voir, c'est que le override, OK, ça remplace au complet la méthode 1. Donc ici, je me suis fait, si on regarde un peu comment ça se passe ici, je me suis fait une variable que j'ai appelée OBJ, puis OBJ, j'y ai dit, là-dedans, tu vas avoir quelque chose qui va être, qui va avoir un objet de type classe A, mais après ça, c'est soit une implémentation de lui, ou soit une implémentation de lui qui arrive, donc dépendamment de comment mon random se passe. Fait que même si j'ai dit ça va être de classe A, ça va quand même utiliser celui de l'implémentation spécialisée. OK? Donc, le principe de ce qu'on appelle le polymorphisme, OK? Donc d'avoir plusieurs formes, c'est que même si j'appelle une méthode dans une variable d'un objet spécifique, si l'objet qui est vraiment dedans, c'est d'un autre classe qui a une version de cette méthode-là, ben c'est cette version-là qui va être exécutée durant mon programme. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, là, okay, d'être confondu par ça, là, mais c'est important de savoir que c'est pas parce que notre variable est de type A que obligatoirement ça va être le code qui est dans A qui est exécuté. Petite question. Tu as marqué A, OBG, 2 points. Tu n'as pas mis de new. Exact, parce que ici, le principe, c'est que je le crée après. OK, donc pendant un instant, pendant le début ici, là, le OBJ est vide. OK, donc c'est une variable qui fait référence à rien. OK, fait que le A, il n'est pas nécessaire. Ben, il faut toujours avoir un type avant de déclarer une variable, tu sais. Fait que le A, c'est ton type. Exact. Parce que j'ai la classe A. De la même manière que je peux marquer string machin. OK. Facile, OK. Fait que tu as c'est mis le nom. OK, fait que tu l'as. OK, OK. C'est le nom de la classe ici. C'est juste que je l'ai appelé A. Parce que c'était académique. Il faut toujours qu'on mette. C'est pour ça qu'on met toujours. Faut toujours qu'on mette le. Alors, on met toujours le. Quand on crée un objet, une instance, on met le nom de la classe, puis après ça. C'est juste que c'est weird, ça. J'ai de la misère à le comprendre un peu. Ben ça, là, ici, c'est parce que ça vient mélanger la chose avec l'héritage. Hein? Parce que là, on dit que je me fais une variable qui est de type A, puis dedans, je crée un objet de type B, puis je l'assigne dans ma variable de type A. Fait que ton instance est faite. Quand tu fais le new, c'est là que l'instance est créée. Exact.
Mais quand tu mets le A en haut, tu définis quelque chose. Ouais. Fait que ici, le principe, c'est une variable, OK? C'est comme une espèce de contenant. OK? Fait que, mettons, ici, j'ai ma variable, je l'ai appelée OBJ. Puis ça me crée une affaire qui va être capable de pointer. Hein? On avait parlé des références par rapport aux instances. Ouais. Quand je fais un new quelque chose, ça crée l'instance, OK, avec le stock à l'intérieur. Ouais. Puis là, après ça, quand je veux relier les deux ensemble, ben c'est là que j'écris quelque chose dans mon programme comme obj égale... je suis pas capable d'écrire. New quelque chose. Puis ça va faire en sorte que lui va pointer sur celui-là spécifiquement. OK, fait que la première étape, ça crée l'instance, puis le new, c'est lui qui fait le lien entre les deux. Non, le new, c'est lui qui fait l'instance. OK? On a une variable qui va être comme une espèce de contenant pour pointer vers l'instance. Puis ce qui fait le lien entre les deux, c'est l'assignation qu'on fait. T'sais, si on revient dans notre code, on a la création de la variable. Fait que ça me fait un contenant vide. Mais ton contenant vide, c'est un contenant A. Tu peux Exact. pas mettre n'importe quel. Exact. Je peux juste mettre des choses qui fit dans du A. OK. Puis après ça, je crée un nouveau B. Puis après ça, je dis mon contenant qui contient des affaires A, ben, tu vas pointer vers cette instance-là. Puis pourquoi est-ce que ça marche quand même? Là, c'est à cause de l'héritage qu'on vient juste de voir. Parce qu'on a dit que B, c'était aussi un A. OK, parce que si tu n'avais pas mis le extend, là, ça aurait. Ouais. Ça aurait... Si on enlève le extend, puis on retourne dans notre programme principal, on devrait avoir une erreur à la compilation qui me dit « Hey, wow, 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 wow! Tu as essayé de prendre quelque chose qui est un B, puis de le foutre dans quelque chose qui contient des A. » Parfait. Parce que là, ici, j'ai enlevé l'héritage. Alright. OK. Fait que ça fait le tour de notre premier sujet de la soirée. On a le principe d'héritage. Donc, on est capable d'avoir des classes qui ont un paquet de méthodes, un paquet de membres, un paquet de variables d'instances. Puis, on va avoir des spécialisations, donc des versions plus spécifiques qui vont être capables de faire tout ce que la classe générale est capable de faire. Mais en plus de ça, c'est capable de faire un paquet d'autres choses en plus. Fait que là, on va aller faire un premier tour sur les collections. Fait que le principe de collection, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein, le principe de array list. Donc, ce qu'on a vu, en fait, c'est ce qu'on appelle une liste, mais qui est implémentée avec ce qu'on connaît comme étant des arrays, hein, donc des tableaux. Le principe, c'est qu'il y a différents types de collections. Donc, quand on parle de collection, on parle de n'importe quoi qui peut contenir un paquet d'informations. Puis on va voir qu'il y a différentes manières de représenter ces informations-là. Donc, je veux ici regarder deux types de collections. Donc, on a déjà vu les array lists. Okay? On va voir aujourd'hui deux nouveaux types de collections, donc d'autres manières de représenter un paquet d'informations ensemble. Fait qu'on va y aller premièrement dans la partie théorique de la chose, voir c'est quoi que ça l'implique comme représentation. Puis après ça, on va aller voir du code qui utilise ces différents éléments-là. Parfait. Fait que on va commencer avec le principe de liste.
Okay, comme qu'est-ce qu'on a vu précédemment avec les array lists. Fait que quand on a nos array lists, ce qu'on avait vu, c'est que c'était capable de représenter un paquet d'informations comme si c'était un tableau. OK? Puis on était capable de mettre des informations dans chacune de ces cases du tableau. Pour être capable d'aller chercher les différentes informations, ce qu'on avait, c'était la possibilité de numéroter ces cases-là. OK? Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que ça ici, c'est quelque chose qui est spécial des array lists. Donc, le principe, c'est qu'on est capable de sauvegarder un paquet d'informations, puis dans les array lists, qu'est-ce qui est le fun, puis qu'est-ce que ça nous ajoute, c'est qu'on est capable de dire, OK, ben, je peux numéroter chacune des informations que je vais aller chercher, puis à partir de là, ben, je peux aller accéder à une information spécifique, aller en ajouter à un certain endroit, aller en retirer, puis là, faire plein de choses par rapport à la numérotation des informations. Ce qu'on va avoir, c'est on va avoir nos autres collections qui n'ont pas nécessairement la même nomenclature pour être capable de travailler avec. Fait que nous, ce qu'on va voir, c'est la pile, puis ce qu'on appelle la liste chaînée. Donc, le principe de la pile, okay, le stack en anglais, c'est le principe de qu'est-ce que nous, on comprend comme étant une pile. Okay? Fait que le principe, c'est que je vais avoir, donc pour la pile, je vais avoir une première information. Puis après ça, quand je vais vouloir avoir une deuxième information, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller l'empiler par-dessus la première. Puis quand je vais avoir une nouvelle information, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'empiler par-dessus l'autre d'avant. Puis quand je vais avoir une nouvelle information, je vais l'empiler par-dessus cet élément-là. Puis quand je veux utiliser cette pile-là, je peux seulement travailler par rapport au top de la pile. Donc, à la place d'avoir une numérotation, les piles, le principe, c'est que je peux être capable de empiler quelque chose. Je suis capable de dépiler quelque chose. Puis, je suis capable de regarder le top. Donc, avec une pile, c'est comme une structure de données, donc c'est une collection, hein, qui est capable de faire moins de choses. Là, la question que vous pouvez poser, c'est comme, OK, ben, si on peut faire moins de choses, pourquoi est-ce que je voudrais utiliser ça? Ben, le principe, c'est que ça va être plus performant si tu as juste besoin d'être capable de faire ça. Donc, le principe ici, d'être capable de dire, ben, il faut que j'empile chacun des éléments. Si je viens insérer, il faut que je tasse le tableau. Si je veux déliter celui-là, il faut que je commence à changer toutes les cases de place. Il faut que je tienne en compte des numéros à chaque fois. Donc, tout ça, c'est beaucoup d'informations excédentaires qui fait en sorte que c'est possiblement plus complexe que si j'ai juste besoin d'avoir le top de la pile qui est connu, puis d'être capable de le dépiler, puis de descendre dans mon top de pile jusqu'à temps que j'aille plus rien. Donc, le but de la pile, c'est d'avoir une version plus simplifiée des collections pour des cas spécifiques qui ont besoin de ça. Donc, quand j'ai juste besoin d'avoir la dernière information que j'ai déposée, je peux utiliser la pile. Parfait. On va ensuite regarder le principe d'une liste chaînée. Donc, le principe d'une liste chaînée, c'est d'être capable de prendre qu'est-ce que on connaît des listes,
mais à la place d'utiliser la technologie de tableau, on va utiliser une autre technique qui va être le chaînage qu'on appelle. Le chaînage simple, en fait. Donc, c'est le même principe de liste. Donc, on va être capable de dire qu'on a notre collection d'informations est ordonnée, puis on va être capable d'avoir accès à toutes les informations dans la liste, mais à place d'utiliser un tableau, on va utiliser quelque chose d'autre. Fait que ici, on va avoir la liste chaînée. Fait que le principe de la liste chaînée, okay, c'est de dire quand je veux ajouter une nouvelle information, je vais avoir mon information dans un endroit. Comme d'habitude, c'est juste qu'à la place d'être une case d'un tableau, ça va être un objet qu'on va voir qu'on appelle un nœud. Mais on va arriver à ça dans un instant. Là, le principe, c'est que quand je veux avoir une deuxième information, donc le principe de la collection, c'est d'emmagasiner un paquet d'informations d'une manière quelconque. Donc, quand j'ai ma liste chaînée, je vais avoir une deuxième information. Puis, qu'est-ce que je vais faire pour être capable de travailler avec ça? Ce que je vais avoir ici, c'est je vais séparer mon élément en deux parties. Donc, la chaîne, c'est de dire je suis capable de partir d'ici, aller chercher mes données, mais si je veux, je peux pointer vers le prochain dans la liste. Puis quand j'ai besoin d'aller ajouter des informations, à chaque fois, j'ajoute un nœud, puis je le fais pointer vers le prochain. Puis là, à partir de là, moi, je peux savoir ici, j'ai la tête de la chaîne. Puis à partir de là, je peux aller suivre chacune des informations comme j'ai besoin. Fait que là, la question, c'est OK, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant que juste des tableaux? Parce qu'après ça, je peux dire, je vais aller au troisième, parfait. Je pars d'ici, 1, 2, 3, je suis rendu au troisième. Qu'est-ce qui est différent avec notre ArrayList? Ça vient avec comment certaines opérations sont faites. Donc, ici, quand j'ai le ArrayList, admettons que mon tableau il est plein, là, puis que j'ai besoin d'insérer une nouvelle valeur. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'on a vu qu'en Java, quand on utilise des arrays, on ne peut pas avoir un tableau qui est dynamique. Il faut que ce soit un tableau statique. Qu'est-ce qu'en Java, ça va faire? C'est que ça va créer un nouveau tableau avec plus de cases. Ça va copier les informations de mon tableau dans mon nouveau tableau. Puis après ça, ça va déliter ce tableau-là. Puis lui devient notre nouvelle liste. Puis on peut commencer à avoir des nouvelles valeurs à l'intérieur. Fait que ça, c'est très coûteux comme opération. Donc, quand j'ai un ArrayList, de rajouter plein de nouvelles affaires, ça peut être problématique. Quand on est dans notre liste chaînée, quand je veux rajouter un nouvel élément, qu'est-ce que je fais? J'ai ce qu'on appelle un nouveau nœud. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle des nœuds de la liste. J'ai le nouveau nœud, puis automatiquement, j'ai juste besoin de le faire réaligner, puis paf, c'est fini. On était capable de rajouter un nouveau nœud. Donc ici, on peut voir que cette partie-là ici est très peu coûteuse par rapport à notre implémentation ici de notre ArrayList. Pourquoi que dans un tableau, on n'est pas capable d'ajouter une case? C'est des fondements de l'ordinateur. Donc, quand on travaille avec le ArrayList,
le tableau est réservé dans un espace mémoire. OK? Puis en gros, quand on réserve un espace mémoire, on peut pas savoir s'il y a comme plus de cases à côté de les cases mémoire qu'on a comme réservées dans l'ordi. Fait que l'ordi ne te permet pas de dire ben donne-moi plus de cases mémoire que je t'ai demandé initialement. Tu peux juste lui redemander un nouveau bloc d'espace mémoire. Donc c'est des limitations des systèmes d'exploitation qui nous permettent de pas faire ça. Qui nous permettent pas de faire ça. Ouais. OK, fait que là, dans ta chaîne, t'as plein d'adresses mémoire différentes. Exact. Puis, OK. ce qu'on a, c'est qu'on a un petit peu plus de overhead pour avoir dire qu'on pointe à des endroits différents à chaque fois, mais ça fait en sorte que l'ajout est fulguramment plus rapide. Tu sais. OK. Fait que t'as comme un tableau avec plein de cases mélangées partout. Exact. Ou c'est qu'on rajoute une nouvelle information pour dire on pointe vers le prochain endroit où c'est que mon tableau il continue. Tu sais. Ma liste continue en fait. Mais ça n'a pas juste des avantages. OK? Donc, quand on a un tableau, puis que je veux justement aller chercher une information dans une case quelconque, ben, admettons que je vais aller chercher dans la case 4, en sachant que c'est le début de mon tableau, lui peut automatiquement jumper à la 4e parce qu'il sait chacune des cases, c'est gros comment, fait qu'il fait une addition, puis il peut directement aller voir dans la mémoire, puis aller chercher l'information. Quand je travaille avec ma liste chaînée, puisque justement c'est disparate dans la mémoire, si je vais aller chercher la 4e case, ben, il faut que je commence ici, que je continue, que je regarde cette case-là, que je regarde cette case-là, que je regarde cette case-là. Là, je sais que j'étais à la 4e. OK, j'ai été chercher ma 4e information. Donc, dans les listes chaînées, d'aller chercher l'information, c'est beaucoup plus long que dans les array lists. Fait qu'il y a ici un balancier à faire. Donc là, ça va dépendre de qu'est-ce que tu es en train de créer comme programme. Est-ce que tu es en train de créer un programme qui a besoin de majoritairement ajouter des nouvelles informations? Dans ce cas-là, tu veux utiliser la liste chaînée. Puis, si tu veux avoir quelque chose qui a plusieurs accès, okay, plusieurs lectures, on va avoir plutôt le ArrayList qui va être utilisé. En passant, on a parlé tantôt de la pile. Hein? La pile peut utiliser soit des ArrayLists, soit des linked lists pour être capable d'implémenter sa pile. Ça peut être tant qu'on est capable d'empiler, dépiler puis regarder le top. Fait qu'en gros, le principe, c'est que quand j'ai une pile puis que j'ai besoin de travailler avec, mettons, un ArrayList, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais me garder une information pour savoir c'est où le top de ma pile. Puis quand je insère quelque chose, je vais juste dire, ben maintenant, mon top, il est là. Quand je dépile, ben je tasse mon top, okay, juste pour indiquer je suis où. Même principe ici, on a la tête de la chaîne, mais on va aussi avoir la tête de la pile, puis on peut juste regarder, puis y aller avec ça. Une autre question? Oui. Est-ce qu'on peut attacher une chaîne à un ArrayList? Oui, comme c'est si on possible. sait que notre tableau il va être plein, que de continuer avec une chaîne? Habituellement, oui, mais ça se fait pas vraiment parce que tu décides habituellement d'avance si tu utilises l'un ou l'autre. OK? Donc, Mais si, mettons, tu as un doute, là, tu penses que peut-être tu vas manquer de place dans ton tableau, mais... En fait, dans la pratique des choses, dans 95% du temps, tu vas vouloir des ArrayLists. Donc, Okay. Il y a eu des revues empiriques de comme la majorité des codes qui sont créés dans le monde. Là, okay? Puis, dans 95% du temps, le ArrayList était plus performant. Okay. Fait que, habituellement, il faut que tu te poses de sérieuses questions. Donc, comme il y a quelque chose qui va vraiment lentement dans mon programme, puis là, je commence à me poser des questions, mais comme si tu as besoin d'une collection avec des affaires numérotées, tu vas prendre le ArrayList par défaut. D'accord. Mais tu sais, on est dans un cours, fait qu'on voit toutes les possibilités. Parlant de possibilités, on va regarder à quoi ça peut ressembler le code
d'une liste chaînée. Okay? Comment est-ce que je fais pour avoir le nœud? Comment est-ce que je fais pour relier le nœud d'une place à l'autre? Donc ici, on a bien vu ça. Je veux pas cette image-là. Donc on a ici le fondement de notre liste chaînée. Donc on veut créer une liste chaînée. Hein? Donc on a ici la même représentation que je vous ai montré. Okay? C'est comme ça que ça se passe, les listes chaînées. Là. Je vous mens pas. Là. Donc on a la donnée, on a un pointeur qui pointe sur le prochain, qui a une autre donnée, un autre pointeur sur le prochain, puis on a ce qu'on appelle ici différents nœuds. Donc quand on veut avoir ça, en fait, on va avoir deux classes à créer. On va avoir la liste chaînée elle-même, puis on va avoir le nœud qui est comme un nœud de la liste. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des classes imbriquées. Donc, les classes imbriquées, pourquoi je suis sorti de là? Le but de la classe imbriquée, c'est de dire, ben, dans cette classe-là, je vais avoir besoin d'une autre classe, mais il n'y a pas personne d'autre qui a besoin de cette classe-là. Il n'y a pas personne d'autre qui a besoin de savoir c'est quoi des nœuds. Fait que je peux écrire une définition de classe à l'intérieur d'une autre. Puis en gros, elle va devenir seulement disponible à l'intérieur de cette classe-là. Fait que, comment est-ce que ça va marcher? Ben, on a besoin d'avoir le début de notre liste. Donc, ce qu'on va avoir ici, c'est une seule variable d'instance qui va être un nœud. Dans le nœud, qu'est-ce qu'on a? On a une donnée, puis on a un lien vers le prochain nœud. OK, donc c'est notre représentation ici. Ce nœud-là, c'est représenté par cette classe-là ici. À l'intérieur, on a une donnée, puis on a un lien qui va être relié à un prochain nœud. On a aussi, pour la liste chaînée au complet, une variable d'instance qui va pointer vers le début de la liste. Puis c'est la seule information que j'ai besoin parce qu'à chaque fois, je peux partir de là, puis je vais pouvoir parcourir tous les autres éléments de ma liste. Fait que, comment ça va se passer pour la création puis l'insertion d'un élément dans la liste? Donc, j'ai ma liste chaînée ici, j'ai mon nœud, puis j'ai l'insertion. Okay? Donc, ici, on insère dans une liste, puis on insère une nouvelle donnée. Donc, le principe, c'est que si on reprend mon petit exemple, quand j'ai, mettons, un premier élément, on va appeler ça A. Donc, j'ai ma tête. Oups. OK. Fait que là, je veux être capable d'avoir un nouveau nœud ici. Fait que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, premièrement, il faut que je crée mon nouveau nœud avec mon B. OK? Puis, lui, dans son next, hein, dans son lien vers le prochain nœud, en ce moment, il n'y en a pas. Fait qu'il n'y a juste pas rien ici. Fait que ici, ça va être vide. Hein? Donc, on avait vu que quand il n'y a pas de référence à quelque chose, donc on peut mettre le mot-clé null. Puis, deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est dire, ben, celui-là ici, je veux le relier au nouveau nœud que j'ai créé. Donc, pour l'insertion, il y a deux actions fondamentales. La création du nouveau nœud, puis lier ce nouveau nœud-là à notre liste courante. Fait que si on regarde comment ça se passe, OK, donc le premier élément, OK, donc mon étape 1 est ici. On a la création du nouveau nœud. Donc, on crée une nouvelle instance d'un nœud avec une donnée quelconque. Puis, ce nouveau nœud-là, on dit que son lien, ben, il est nul parce qu'il est relié à rien en ce moment, c'est normal. Il va pointer sur rien.
Là, ici, pour le relier, on va avoir plusieurs cas différents. OK? Donc, le premier cas ici, c'est si ma liste est vide en ce moment. OK? Donc, si je reprends ici mon petit exemple, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Je peux-tu l'avoir juste un petit peu plus petit? Comme ça. Excellent. Puis, je vais déplacer ça. Je vais mettre ça ici. Puis ça, je vais le redéplacer ici. Comme ça. Excellent. Les fenêtres qui s'auto-bougent. Comme ça. Excellent. Donc, on a notre code ici. OK. Donc, on a la création. Ça va bien. Fait que notre premier cas, c'est qu'est-ce qui arrive si j'ai la tête qui pointe sur rien. Hein? Donc, j'ai aucun élément dans ma liste. Hein? Donc, c'est le cas initial. Puis, si c'est le cas, ben on fait juste dire, ben j'en ai créé un nouveau. Hein? On a dit que c'était nul, puis on a créé une nouvelle donnée. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ben arrête de pointer là, puis pointe là à la place. Donc, dans notre liste, la tête va maintenant pointer sur notre nouvelle donnée. Donc ça, c'est notre premier cas où ma liste est vide. Après ça, on va regarder l'exemple où on a... On va mettre ça un petit peu plus par là. Déjà des données dedans. Donc lui, il pointe sur lui. Lui, il pointe sur lui. Puis lui, il est nul. Fait que là, moi, ce que je veux faire, c'est être capable de dire, OK, ben, je veux avoir mon nouveau ici, avec une nouvelle donnée. Lui, je dis qu'il est nul. Puis, ultimement, moi, ce que je veux faire, c'est prendre ça puis faire ça comme ça. Mais là, le problème, c'est que moi, la seule information que j'ai disponible, c'est l'emplacement de la tête. Donc, pour être capable de trouver le dernier puis faire le lien, il va falloir que je parte de ma tête, que j'aille voir le prochain, jusqu'à temps que je puisse plus aller voir de prochain. Puis là, je sais que je suis au bon endroit pour être capable d'avancer. Fait que comment est-ce que ça marche cette affaire-là? Ben, je peux voir ici que, bon, si c'est pas que c'est vide, c'est qu'on veut traverser au complet ma liste pour trouver le dernier nœud. Fait que ce qu'on dit, c'est, ben, je dis que c'est le dernier nœud, là, mais je commence sur mon premier. Fait que je commence, puis je dis, OK, check lui, là. Puis là, je dis, regarde lui, regarde son ex, puis tant qu'il n'est pas nul. Fait que je regarde le next, hey, ça pointe sur quelque chose, c'est pas nul, qu'est-ce qui se passe? Je change cette flèche-là pour dire que ça pointe sur lui. Fait que je prends ma flèche, puis je dis, non, c'est pas lui qu'on regarde, c'est lui. Puis là, ça recommence ma boucle. Puis là, ça dit, ben lui, est-ce que il y a une flèche? Est-ce que ça pointe sur nul? Non, ça pointe pas sur nul, parfait. Je prends ma flèche, je le pointe sur lui. Là, ici, je regarde, est-ce que le... Oh, mon next en ce moment, il est nul. Fait que ça saute par-dessus ma boucle, ça arrête la boucle. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va dire, OK, prends cet élément-là, puis là, lui assigne-les sur mon nouveau nœud. Donc, lui, il va dire, oh, toi, t'es plus nul. En fait, c'est toi qui va regarder ça. OK?
Donc, ça ici, c'est notre opération pour venir insérer des nouveaux éléments. On va en regarder un autre, ok, qui est le... attends, je peux-tu avoir quelque chose qui a tout le code? Comme c'est ici. Non, je peux pas avoir tout le code. Fait qu'en gros, un nœud, ça contient une information, un contenu, puis ça contient aussi l'adresse du contenu suivant. Exactement. OK. Donc, le nœud, c'est deux choses. Hein? Donc, le nœud, c'est deux choses. Une donnée, un pointeur, un lien vers le prochain nœud. Super. Fait qu'on va regarder un autre élément qui va essayer de retirer des éléments de ma liste. OK? Fait que le principe ici, c'est de dire OK, j'ai la liste qui est ici. Parfait, on a réussi à insérer notre D. Moi, j'aimerais ça. OK, mon but, c'est d'enlever B. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire quand je veux enlever B? Ben, si je regarde les étapes, bon, évidemment, je vais vouloir... ben, qu'est-ce que je veux faire, en fait, c'est prendre qu'est-ce qui pointe sur B, puis le faire jumper par-dessus, en fait, pour faire en sorte que B ne fasse plus partie de ma liste. Fait que le but ici, c'est d'être capable de dire, je veux... Oups. Arrêter le lien qui va vers qu'est-ce que je recherche, puis prendre le tout nouveau lien, puis le faire pointer, puis que ça skip par-dessus. Donc, on va regarder comment est-ce que ça se passe. Donc, il y a différents cas. Là, on va regarder le cas spécifique qu'on a présenté. Donc, on a notre méthode, OK, on dit on reçoit la liste, puis on reçoit une clé. OK, donc qui, c'est qu'est-ce que nous, on veut déliter. OK, dans le cas, ce serait le B. Fait qu'on dit, tant que... OK, puis on a ici le current node qui commence à la tête, évidemment. Donc, on commence toujours à partir de la tête. Donc, tant que le nœud courant n'est pas nul, puis tant que c'est pas ma clé. Donc, le principe ici, c'est de dire, dans ma version initiale, je commence ici, je regarde, puis je dis, est-ce que ça, c'est ce que je cherche? Non? Ben, qu'est-ce qui se passe? Je regarde, puis je mets en sauvegarde ce nœud-là, parce que c'est ce nœud-là que je vais vouloir changer. Donc ici, j'ai deux éléments. J'ai le current. Fait que si le current, c'est pas B, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit, ça c'est le nœud précédent. Puis après ça, il va dire, prends le nœud courant, puis va sur le prochain. Fait que là, ici, on recommence, on dit, puis on peut voir que si, mettons qu'on veut déliter C à la place, hein, OK? Juste pour mieux voir, ça regarde, est-ce que c'est nul? Non. Est-ce que c'est ce qu'on recherche B? Non. Ben, qu'est-ce qui arrive? Je prends mon preview, je le mets ici. Je prends mon current, je le mets ici. Là, ça recommence. Ça check. Est-ce que le current, c'est ce que je cherche? Ah, là, oui. Ça veut dire que ça va sortir de mon while. Donc, ça va permettre de dire, OK, je l'ai trouvé. Fait que si
mon nœud courant n'est pas nul, hein, parce que ça voudrait dire que j'ai pas trouvé ce que j'ai recherché, là, mais ça veut dire que mon nœud courant, j'ai trouvé... Ok, mon nœud courant, il y a ma clé de qu'est-ce que je veux. Fait qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne ce lien-là, puis que je le fasse sauter. Fait que comment est-ce que ça marche? Ben, je dis le lien de qu'est-ce qui est previous ici. Hein? Le lien, lui, c'est lui que je veux changer. Ça va devenir ce lien-là. Fait que qu'est-ce que ça va faire ici? Ça va prendre ça, puis ça va l'affecter comme ça. Puis là, à partir de là, même si lui est là, puisque ce lien-là n'existe plus, quand je vais vouloir parcourir, je vais faire ce chemin-là, je vais faire ce chemin-là, puis c'est comme si le C n'avait jamais existé. Fait que là, à ce moment-là, tu viens de perdre un espace mémoire. Ben, en fait, cet espace mémoire-là, en Java, il y a ce qu'on appelle le garbage collector. Quand il va voir que cet espace mémoire-là n'est plus relié à rien, il va automatiquement la libérer. Ah ah! Ouais. Nice. Nice. OK. Fait que tu as juste délité la chose convivialement. Encore une fois, cette opération-là, il a juste fallu trouver la bonne réponse puis faire une modification. Hein? Si on travaille avec les ArrayList, puis dans un ArrayList, si tu essaies de déliter une case, c'est hautement problématique parce qu'il faut transférer toutes les informations des cases subséquentes d'une case vers l'arrière. OK? Fait qu'encore une fois, les opérations de modification dans la liste chaînée sont beaucoup plus efficaces. Puis dans les arrays, donc dans les array lists, les accès sont plus efficaces. Donc encore une fois, dépendamment de qu'est-ce que tu es en train de faire, ou qu'est-ce que tu es en train d'essayer de chercher, tu as différentes possibilités. Ben, mettons, dans un tableau, on pourrait décider d'ignorer une case. Ben, le problème, c'est que quand tu utilises un tableau, tu utilises tout le temps les indices pour te positionner, tu sais. Fait que c'est difficile de dire j'ignore une case quand toi tu dis ben je m'en vais à la case numéro 7. Comment tu sais t'as ignoré combien de cases puis qu'en fin de compte c'est la case numéro 12 que tu vas aller voir, tu sais. Fait que cette information-là est pas possible. Cette manipulation d'information-là est pas possible avec les tableaux. Parfait. Fait que ça c'est ce que je voulais voir aujourd'hui avec les différentes collections. On va voir qu'on va en voir d'autres quand on va continuer la session, mais c'est les deux que je voulais voir aujourd'hui parce qu'il va falloir être capable de les utiliser puis en fait d'en construire une un peu comme qu'est-ce qui est fait ici dans le premier devoir. Fait qu'on va regarder ensemble à quoi ça ressemble ce premier devoir-là. Donc, si on va dans la section devoir 1, on a ici, c'est marqué 3, mais moi je dis de 3 à 4, là, parce que notre nombre de personnes est pas un diviseur de 3, fait que 3 ou 4 personnes. On a jusqu'au 20 juillet pour faire ça. Fait que le principe, c'est qu'on va vouloir être capable de faire un petit labyrinthe dans lequel on va pouvoir représenter différents personnages, différents héros. C'est comme une espèce de donjon d'aventure qu'on va avoir ici. Donc, ce qu'on représente là, ça va être le produit final, mais ayez pas peur, là, toute la partie graphique, toute la partie d'affichage, c'est nous qui la fournissent avec le projet. Vous, ce qu'il faut faire, c'est construire les différentes structures de données derrière. Okay? Donc, d'être capable de représenter le labyrinthe dans un tableau de 2 dimensions. D'être capable de représenter un chemin avec une liste de positions dans une pile. Okay? Donc, c'est d'être capable de représenter les interactions derrière qu'on vous demande de faire. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Les devoirs, on vous fournit des éléments de base.
Puis à partir de là, on vous demande de construire des nouvelles classes avec une définition précise dans l'énoncé. Fait que la première chose qu'on va vouloir avoir, c'est des fonctionnements de base. Donc, d'être capable de travailler avec une position. Okay? Donc, une position en IJ, en ligne colonne. Puis, après ça, on va avoir une direction. Donc, d'être capable de représenter dans une classe une direction qui va être une direction cardinale. Okay? En haut, en bas, à gauche, puis à droite. Fait que le principe, c'est que vous regardez ici la définition de cette classe-là, puis vous voulez implémenter qu'est-ce que nous, on vous donne. Fait qu'on dit, OK, ben on a une classe position, on a avec ça des champs, donc la ligne puis la colonne I et J, OK? Donc ça va être les différentes variables d'instance. Puis après ça, on va avoir les différentes méthodes qui demandent d'avoir un constructeur qui reçoit le I puis le J, un constructeur qui peut recevoir une position puis faire une copie de cette position-là, des accesseurs, des informateurs mutateurs, les getters, les setters. On a une copie clone qui permet de faire une copie encore. On a le equals qui est capable de faire justement la comparaison, de donner quelque chose qui est un booléen, vrai ou faux, dépendamment si c'est comme le même I puis le même J. On a des additionnés positions, donc on reçoit une position, puis on change la position en I puis en J. On a soustraire, on a multiplier. Donc, on a toutes ces méthodes-là à créer dans position. Une fois qu'on a fait ça, tu peux faire un petit programme. Si vous n'êtes pas trop certain, vous pouvez nous demander OK, à quoi ça a de l'air, de quoi ça devrait avoir de l'air, puis on peut vous valider OK, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Puis après ça, vous pouvez continuer. Fait que pour chacune des classes, okay, on vous donne la spécification de la classe, puis c'est à vous d'implémenter cette classe-là. Pour un indicateur, on vous dit, OK, il y a comme 3 semaines au travail. On vous dit, ben ça devrait être fait durant la première semaine. OK, ça devrait être fait durant la première semaine, et ainsi de suite, OK, pour chacun des éléments. Ce que vous avez aussi, c'est des fichiers de départ. Okay, donc des classes qui sont déjà faites que vous devez utiliser dans votre programme. Donc pour aujourd'hui, vous avez juste une classe de configuration qui vous donne comme un début pour commencer à parler de la position puis de la direction. Puis à partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir tomber dans la section 3 qui vous demande d'avoir plus d'éléments que vous allez pouvoir rajouter. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher là-dedans. Vous pouvez créer position, direction, sans avoir à regarder qu'est-ce qui se passe là-dedans. Parfait. Fait que c'est pas mal ça qui se passe cette semaine. Je vais vous ouvrir la place pour être capable de vous former des équipes de 3 ou 4 personnes. Donc, vous pouvez utiliser le group chat, okay, puis dans le group chat, si tu cliques sur le nom de monde, tu peux parler en privé pour être capable de vous échanger vos courriels, okay, vous échanger vos coordonnées. Donc, former des équipes de 3-4 personnes. Sinon, c'est pas mal tout pour cette semaine. On va la semaine prochaine travailler dans le laboratoire pour commencer le premier travail pratique. La semaine prochaine, durant la période de cours, on va avoir l'examen intra. Puis, à partir de là, on peut continuer avec ça. Ici, Youssef demande est-ce qu'on peut être juste 2? Oui, c'est correct, mais le travail est fait pour 3 ou 4 personnes.